Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de cette édition. Le vice-président Tiemoko Melet Kone est en Gambie. Il participe au nom du président Alassane Ouattara à la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. En marge de la rencontre, il a échangé avec le président de la Banque islamique de développement. Cette banque s'engage à poursuivre ses actions de financement en Côte d'Ivoire. Les populations de la région de l'Agnébitiassa rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi à Agboville, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Elles ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement. Et la Côte d'Ivoire abrite la 9e assise internationale du tourisme responsable. Le but, sensibiliser les décideurs des secteurs publics et privés pour une contribution du tourisme durable au développement. Le ministre Siandou Fofana et le président du SESEC, Eugène Aka Awele, étaient à l'ouverture des travaux. Les Cadiens seront aux urnes le lundi 6 mai prochain pour élire leur nouveau président. C'est un scrutin censé mettre fin à une transition qui a duré 3 ans. La campagne électorale a duré 3 semaines et elle a suscité de l'engouement mais aussi des tensions. 10 candidats, dont le président de transition Mahamat Idriss Déby, sont en lice. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et la RTI justement qui était sur la plus haute marche au week-end des Ebony. C'était à Yamoussoukro. Votre entreprise a raflé plusieurs prix, dont celui du Super Ebony. Et au cœur de ce triomphe, un nom résonne particulièrement. C'est celui d'Aimé Ludovic Goa. Il a été désigné meilleur journaliste de notre pays. Il a proposé 9 productions qui ont toutes conquis le jury. Reporter à Radio Côte d'Ivoire, Aimé Ludovic Goa succède à Raphaël Tano du site d'information Nord-Sud. Mais quelle a été l'originalité de ces productions et quel est l'impact sur la société? Ce soir, en tant qu'invité de la page culture, il nous partagera les coulisses de son succès et les leçons apprises au cours de cette expérience. Mais Ludovic, vous avez revécu un instant cette belle ambiance. Alors dites-nous, est-ce que vous vous attendiez à ce sacre ce soir-là? Je savais qu'à force de travailler, ce jour arriverait, mais quand, je ne le savais pas. Et c'est arrivé. C'était le 27 avril dernier à Yamoussoukro, il y a juste une semaine. Vous avez vu tous ces lauriers que vous avez glanés. C'est la RTI qui est honorée. Vous allez nous en dire davantage. Surtout, les clés de votre succès, vous acceptez de les partager? Avec plaisir. Et ce sera tout à l'heure. Dans une trentaine de minutes, on reste pour le moment ensemble. On va faire ce voyage pour la Gambie avec les téléspectateurs, bien sûr. Le vice-président Tiemoko Melet Kone participe au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il participe à la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique, promouvoir l'unité, la solidarité et par le dialogue pour le développement durable. C'est le thème au menu des travaux ouverts aujourd'hui et samedi. Je vous propose un extrait du discours du président gambien Adama Barrow, président de cette 15e session. Nous l'écoutons. Nous allons renforcer le rapprochement entre les peuples de l'Oumma islamique et œuvrer pour réaliser les objectifs que nous partageons tous. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver une solution au conflit qui dure depuis des décennies en Palestine. Et la récente guerre menée à Gaza doit cesser pour trouver une solution à cette problématique qui dure depuis 75 ans. Le fléau que vit la population palestinienne est aussi une souffrance dont nous ressentons l'impact au niveau de l'Oumma islamique. Il est ainsi essentiel de redoubler d'efforts pour arriver à une solution pacifique, mettre un terme à cette agression à l'encontre du peuple palestinien et œuvrer pour une paix durable. Et on reste en Gambie où le vice-président Tiemoko Melet Kone a échangé en marge de cette 15e conférence au sommet de l'Organisation et de la coopération islamique avec le président de la Banque islamique de développement. La banque s'engage à poursuivre ses actions de financement dans notre pays. Mahamat Traoré. Le pont Alassane Ouattara
encore appelé 5e pont d'Abidjan, est l'une des retombées tangibles de la coopération qu'entretient la Côte d'Ivoire avec la Banque islamique de développement BID. Cet ouvrage rejoint la soixantaine de projets que cette institution financière réalise actuellement en Côte d'Ivoire, soit un portefeuille global de plus de 500 milliards de francs CFA de financement. Un partenariat gagnant que la Banque multilatérale de développement souhaite renforcer, volonté que son président Mohamed Soleiman Al-Djesser est venu réitérer au président de la République Tiemoko Meïle Koné depuis Banjul, en Gambie, en marge des travaux de la 15e session de la conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Nous aspirons à mieux et nous aspirons aussi à réaffirmer notre engagement à soutenir le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi discuté avec Monsieur le vice-président de la relation avec la BID, mais surtout du leadership de son Excellence le président Alassane Ouattara, qui est une stature mondiale reconnue dans le monde du développement et économique, qui nous pousse et qui nous encourage toujours à faire mieux. Nous lui avons réaffirmé la continuité de l'assistance de la BID au développement de la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons voir tout le temps la Côte d'Ivoire en paix et soutenir les pays environnants, et nous souhaitons aussi prospérité et paix pour la Côte d'Ivoire. Créée en 1974 à Jeddah en Arabie Saoudite, la Banque islamique de développement compte à ce jour 57 pays membres, au sein desquels l'institution se fixe pour mission de financer des projets d'infrastructure à fort impact social. Là est loin de la Gambie, ici en Côte d'Ivoire, la mobilisation était au rendez-vous. Aujourd'hui, samedi 4 mai, dans la région de l'Agnebi-Tiassa, les populations, vous allez le voir, se sont retrouvées à la place Henri Konan Bédié d'Agboville pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, elles ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour toutes les actions de développement réalisées dans leur département, à savoir Agboville, Tiassa et Sikensi ainsi que Tabo. Mama Traoré. Ce samedi, la Domania s'est emparée de Agboville. Pagnes et t-shirts à l'effigie du président Alassane Ouattara. Des milliers de personnes venues des 4 départements déferlent sur le chef-lieu de région de l'Agnebi-Tiassa. Un seul point de rassemblement, la place Henri Konan Bédié d'Agboville, où il fallait négocier chaque mètre carré pour s'offrir un siège ou même s'arrêter. Motif d'un tel engouement, une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, à laquelle est venu prendre part le Premier ministre Robert Mambé Begré, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. L'Agnebi-Tiassa se veut reconnaissante au chef de l'État en raison des nombreuses actions de développement réalisées dans cette région depuis qu'il est au pouvoir. Routes, écoles, électrification, adduction en eau potable, l'ensemble des investissements se chiffre à plus de 283 milliards de francs CFA, sans compter la promotion des cadres de la région, parmi lesquels l'actuel ministre de la Santé, Pierre Ngou-Demba. L'Agnebi-Tiassa dit vivre une nouvelle ère. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans l'Agnebi-Tiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement les désenclavements de nos localités. Nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans l'Agnebi-Tiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de l'Agnebi-Tiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Co-parrain de cet événement, les présidents des 2 chambres du Parlement ivoirien, Adama Bictogo et Kandia Camara, représentés pour l'occasion par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous deux invitent les populations de l'Agnebi-Tiassa à consolider ce lien avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le désespoir est parti de l'Agnebi-Tiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez dans l'espoir. Madame la présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme
la flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de l'Aïebi, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans l'Aïebi, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Aïebi, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Remerciant les populations de l'Agnébitiassa pour cette mobilisation de grande envergure, le Premier ministre annonce un avenir prometteur pour cette région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Tomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6 h du matin et à 6 h 30, vous êtes à Tomassé. Et à Tomassé, vous pourrez prendre le train urbain. En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à l'Agnébitiassa. Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Le pacte entre l'Agnébitiassa et Alassane Ouattara semble scellé. Les populations promettent de le démontrer à la faveur des échéances électorales de 2025. Et les populations ont réagi après cette cérémonie. Nous les écoutons. La reconnaissance paye. Et je pense que ce que nous avons démontré aujourd'hui aux yeux de tout le monde entier, qu'aujourd'hui l'Agnébitiassa est plus que jamais lié avec le président de Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara ou rien dans l'Agnébitiassa. Toute cette mobilisation, plus de 60 000 personnes, et sachez que pour nous, la seule personne qui compte, c'est Alassane Ouattara en 2025, ou rien. Félicitations au président, félicitations au président. Nous sommes vraiment heureux quand on voit la transformation de l'Agnébi. On ne peut qu'être heureux et dire merci au président de la République. Mais nous sommes d'autant heureux que le Premier ministre, après avoir écouté, après avoir vu ce qui s'est passé, nous annonce des projets d'envergure. Nous sommes très heureux pour l'avenir du peuple de l'Agnébitiassa. Je suis plus que satisfaite. Voilà, j'ai foi à l'avenir. Je suis sûre que de grandes choses vont encore pousser dans cette région et que ce n'est que le début du commencement. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour ces grands projets et que la région voit vraiment un développement colossal. Nous sommes très heureux. Nous sommes prêts à soutenir les actions du président de la République. On parle sur le développement dans la région du Tchologo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé avec les populations de la région du Tchologo. En sa qualité de président du conseil régional, il a relevé les grandes actions de développement initiées pour le mieux-être des populations. Kader Sogodogo pour le reportage. Centre culturel de Fekese-Dougou. Les forces vives de la région du Tchologo sont rassemblées autour du ministre d'État Téné Birahima Ouattara, le président de région. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième session du conseil régional. C'est surtout l'heure du rassemblement pour accompagner Téné Birahima Ouattara dans toutes ses actions de développement. Le maire de Fekese-Dougou,
Ouattara Kaweli plante le décor. Monsieur le ministre d'État, président du conseil régional, le conseil municipal de Ferkessé-Dougou se tient à sa disposition pour toute action permettant à notre région de démontrer aux yeux de tous que nous sommes unis et c'est sa vision que nous suivons. Point des actions de développement secteur par secteur, éducation, santé, eau potable, électricité, route, le Kyologo va de mieux en mieux. Les effets positifs de la gestion du pouvoir d'État par le président de la République Alassane Ouattara sont visibles sur place. Dans quelques jours, le district des Savanes entend rendre hommage au chef de l'État. Dans le Kyologo, la mobilisation est totale. Le 18 mai prochain aura lieu une cérémonie d'hommage à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, par les populations du district des Savanes. Donc toutes les populations du district des Savanes sont invitées à prendre part de façon massive à cette cérémonie, pour la simple raison que les actions qui ont été posées par le président Ouattara ont bénéficié à tous. On prépare à cette rencontre le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les guides religieux, les élus et cadres. Invité spécial, la communauté du Tonkbi qui a tenu à saluer Téné Birahima Ouattara pour toutes ses actions de développement. Et dans l'actualité nationale également, notez que le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Ouattara Wottabona, a échangé avec une délégation de la CEDEAO. Ils ont évoqué la bonne gouvernance. Suleiman Donisongo nous en dit davantage. Une délégation de la CEDEAO effectue une mission consultative en terre ivoirienne dont l'objectif est de favoriser les consultations entre les États membres. Une séance de travail avec les ministres délégués auprès du ministère des Affaires étrangères a permis de situer les cadres de ces consultations. Nous avons été désignés comme facilitateurs par la CEDEAO pour discuter avec les autorités ivoiriennes du protocole de la CEDEAO révisé, protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Comme vous le savez, la CEDEAO a jugé bon d'apporter des modifications, des améliorations au protocole tel qu'il existe actuellement. Et la Côte d'Ivoire fait partie des acteurs clés de ce travail que la CEDEAO est en train d'entreprendre pour approfondir la démocratie. Ces consultations doivent aussi permettre de synthétiser les domaines de préoccupation et de trouver un consensus en vue de l'adoption du projet de document révisé. La révision du protocole additionnel de 2001 se présente comme l'expression d'une nouvelle résolution politique collective des États membres de la CEDEAO à faire avancer la prévention et la résolution des conflits et à atteindre la paix et la sécurité par le développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, soutient un séminaire de réflexion portant sur l'avancée de l'enseignement et de la physique dans notre pays. L'enseignement et de la physique face au changement climatique, c'était la thématique débattue lors de cette rencontre. Et la rencontre est initiée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Le reportage de Serge Pacom Didi, commenté pour vous par Sephora Zegui. L'ASCAD veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique à travers une séance de réflexion avec des experts du monde universitaire. Cette initiative de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement de la physique et du développement durable. Les organisateurs de ce séminaire, ils ont chargé de sensibiliser sur le changement climatique, la transition énergétique. En définitive, ils ont choisi d'enseigner, d'élargir l'horizon culturel des citoyens, d'écouter. Il s'agit de faire effectivement le point des avancées de la recherche et de l'enseignement, la physique en Côte d'Ivoire face au dérèglement climatique et à la transition énergétique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit de la tenue de ce séminaire. Le professeur Adama Diawara rappelle les efforts du gouvernement allant dans le sens de la transition énergétique. Le thème qui est débattu ici est un thème d'importance. Côte d'Ivoire s'est engagée, évidemment,
à faire en sorte que notre émission de gaz à effet de serre, donc notre trace carbone, soit réduite d'au moins 28% à l'horizon 2030. Le gouvernement, depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, est en train d'agir dans le sens de la transition énergétique, dans le sens d'augmentation donc de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Démontrer que les outils de la recherche de la physique sont porteurs du progrès technique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ce sont là quelques résultats attendus. Cette activité a aussi été marquée par une visite de stand. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Dans ce 20, le ministre Bouaké Fofana remet les clés de 318 latrines pour équiper des villages et des écoles. La cérémonie de lancement a eu lieu à Akoupé-Zegui, dans la sous-préfecture d'Anyama. On en sait plus avec Grace Kandou. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité remet les clés de 318 latrines au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation à Akoupé-Zegui, dans la sous-préfecture d'Anyama. Cette initiative vise à équiper les écoles et les villages en toilettes qui répondent aux normes et à réduire les risques de maladies dans les communautés rurales. Merci, monsieur le ministre. Vos activités sont porteuses de vie. Lavage des mains pour être propre. Latrines en abondance pour être propre. Pour que nous soyons dans une civilisation encore plus moderne. Ça ne sert à rien d'avoir un joyau et ne pas en prendre soin. C'est pourquoi nous voudrons inviter instamment l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire pour qu'il puisse donner instruction au directeur de ce groupe scolaire afin qu'un comité de pilotage et d'entretien de ce joyau-là soit installé le plus rapidement possible. Dans le cadre du PS Gouv 2022-2024, ce sont 3636 latrines modèles équipées des dispositifs de lavage des mains qui sont en cours de construction dans 606 écoles. Apporter l'assainissement dans nos écoles, dans nos villages, dans nos quartiers défavorisés est essentiel à l'amélioration de l'indice de développement humain de notre beau pays. En effet, le constat est qu'à ce jour en Côte d'Ivoire, moins d'un ménage sur deux utilise une toilette adéquate. 2/3 des ménages urbains en utilisent contre 29,3% seulement en milieu rural. 318 latrines pour le ministère de l'Éducation nationale et la localité haute n'est pas oubliée. L'école primaire d'Akoupé-Zegui a bénéficié d'un bloc de 6 latrines et de kits composés notamment de tricycles, de brouettes, de sacs poubelles et d'une unité de production d'attiqués au profit des femmes. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a procédé à la remise des parchemins à près de 200 femmes après une formation. Et la formation vise à les aider à améliorer leur vie économique, sociale et entrepreneuriale. Le reportage de Mariam Sangaré et Michel Mombo. Après 2 mois de formation, elles reçoivent leur parchemin. En somme, près de 200 membres de l'association des femmes Atchan ont été instruites sur l'économie sociale et solidaire, la gestion de la vie associative et l'éducation financière. Nous avons appris beaucoup de choses dans la formation. Comment s'organiser pour se mettre ensemble pour travailler. Bon, moi, je compte faire un grand restaurant après la formation. Je suis très contente pour la formation. Cette formation m'a vraiment encouragée. J'encourage mes soeurs de venir, on va travailler ensemble et on va rester ensemble. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est félicitée de cette initiative portée par Glory Impact Group en collaboration avec le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire. Miss Belmondogo exhorte ses filleuls à travailler d'arrache-pied pour leur autonomisation. Le gouvernement ivoirien a fait de l'ECS une priorité pour l'année 2024. Démontrons notre engagement ferme envers un développement inclusif et équitable pour tous. C'est pourquoi j'adresse mes félicitations les plus chaleureuses à toutes les participantes pour leur détermination et leur investissement dans cette formation. Votre engagement envers l'économie sociale solidaire est un exemple inspirant pour la société ivoirienne tout entière. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie,
à mettre en pratique les connaissances acquises et à continuer à œuvrer pour un développement solidaire et équitable dans notre pays. La cohésion également au cœur de cette cérémonie. Et dans l'actualité politique nationale, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il a rendu public son ambition d'être président de la République aujourd'hui, samedi 4 mai, face aux journalistes. Et lors d'une conférence de presse donc tenue aujourd'hui même au siège du parti à Cocody, il a évoqué d'autres sujets, notamment le partenariat RHDP-FPI, le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. À l'étranger, notez que les Cadiens seront aux urnes le lundi 6 mai prochain pour élire leur nouveau président. C'est un scrutin censé mettre fin à une transition qui a duré 3 ans. La campagne électorale a duré 3 semaines. C'est une campagne qui a suscité de l'engouement, mais aussi des tensions. 10 candidats, dont le président de transition, Mahama Idriss Déby, sont en lice. Et nous sommes samedi, place dans l'instant culture de ce 20h. Et on commence par ce partenariat olympique de Marseille avec notre pays à travers Sublime Côte d'Ivoire. L'Olympique de Marseille a rendu hommage à notre pays et c'était à l'occasion du championnat de la Ligue 1 française. On en sait plus avec notre reporter Patricia Omoetia. La stratégie nationale de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire a été célébrée à Marseille au stade Orange Vélodrome lors du championnat de la Ligue française. L'Olympique de Marseille a rendu hommage à la Côte d'Ivoire au cours du match contre l'équipe de Lens avec des animations à l'intérieur de l'Orange Vélodrome. Mais le point culminant de ce match dédié à la Côte d'Ivoire est le maillot collector porté par les joueurs. Cette visite du ministre du Tourisme et des Loisirs et sa délégation est une occasion unique de renforcer le partenariat pour les 3 prochaines saisons. Le président Pablo Longoria arrive, est reçu par le Premier ministre. Il apporte le soutien de l'Olympique de Marseille à l'équipe de Côte d'Ivoire avec son staff. Ils vont suivre les matchs pour montrer leur soutien dans l'organisation et à l'équipe à la fois. Et nous gagnons la coupe. C'est tout naturellement que le peuple s'est dit, le seul club français à avoir pris son président, faire le déplacement, participer à cette CAN et apporter un soutien franc à l'équipe et au gouvernement dans son organisation, c'est le président Pablo Longoria qui est venu avec le staff pour dire l'Olympique de Marseille en tant que partenaire apporte son soutien à l'organisation et à l'équipe. Il est à espérer que Siandou Fofana et Pablo Longoria aillent au-delà de ce partenariat. On note également que l'équipe de l'OM sur la période contractuelle de 3 ans avec Sublime Côte d'Ivoire fera un stage chaque année à Abidjan. Le but est de promouvoir la destination ivoirienne à travers les infrastructures et les installations sportives du pays. La fin du match a vu la victoire de l'équipe de l'OM avec 2-1. Françoise Remacle, ministre de la Culture et de la Francophonie, a récemment procédé au lancement des activités de Côte d'Ivoire Cinéma Film Commission, un département spécifique de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. L'objectif est de réorganiser le secteur du cinéma et faire de notre pays justement cette nation de tournage de films diversifiés. Le reportage d'Issa Tunayeo, Serge Pakom Didi et Jean Makaki. Cette rencontre est la cérémonie de lancement de Côte d'Ivoire Film Commission, un événement pour l'attractivité, la structuration et la croissance des tournages étrangers, avec en ligne de mire la promotion de la Côte d'Ivoire comme une destination cinématographique de premier plan. Une initiative soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers la commission cinématographique hébergée au sein de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remacle, réaffirme l'engagement de son ministère à mettre davantage l'accent sur la réorganisation du secteur du cinéma. Concernant notre réorganisation, qui va être interne, nous allons la mener autour des métiers, qui sont les vôtres, pour lesquels chaque représentant doit trouver un interlocuteur bien identifié au sein de notre administration. C'est pour cela que je souhaite donc réorganiser ce département autour de sujets du patrimoine cinématographique, de la distribution, de l'exploitation du cinéma
et enfin autour des sujets de production et d'attractivité du territoire. La création de Côte d'Ivoire Film Commission répond au souci de mettre en lumière la vision de la Côte d'Ivoire comme une terre de tournage cinématographique diversifiée. Le voyage culturel se poursuit dans ce 20. Je vous conduis maintenant, je vous invite à voir maintenant le Guéguélé Festival. 3 artistes étaient en attraction justement à la 8e édition du Guéguélé Festival, festival international du balafon. Et notez que cette édition a été marquée par des récompenses. Issa Tchonayeo. Stade municipal de Boundiali, deuxième jour des concerts live. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville à quelques heures du spectacle, le public est présent. Mouloubali Keïta, artiste malien, fait parler son art. Pratiquant le balafon depuis 1974, il parvient à faire danser de nombreux jeunes. Avant Mouloubali Keïta, Oswald Kwame, la Côte d'Ivoire et le groupe Pratica, venus de la France, font montre de leur talent. Ce deuxième jour des concerts live est mis à profit pour récompenser le meilleur groupe balafoniste et le meilleur danseur de balafon. À cet effet, le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, remet les récompenses à la formation artistique traditionnelle de Kasséré, qui a raflé les 2 prix. D'où la satisfaction du premier magistrat de la commune. Nous sommes contents et il s'agissait de 7 communes. Il faut saluer l'ensemble des communes. Je salue donc mes collègues maires pour leur dire tous qu'ils n'ont pas démérité. Le Guéguélé Festival, ouvert le samedi 27 avril dernier, prend fin ce samedi au stade municipal de Boundiali. En attraction, 3 artistes. Neba Solo du Mali, Aïcha Traoré de la Côte d'Ivoire et Zélédé Papara. Voilà, au son du balafon, on ouvre notre entretien. Vous aimez aussi la musique. Vous n'écrivez pas seulement, vous ne parlez pas seulement. Ça détend souvent. Justement, et la musique a un langage universel, le langage de l'unité. Voilà. Il a conquis donc le jury par la qualité de ses productions. Lee Aimé Ludovic Goa a été sacré meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Il honore la RTI, votre entreprise, tout comme ses confrères Bintou Pekele, Hamza Diaby. Bonsoir Aimé Ludovic. Bonsoir madame. Heureuse de vous retrouver. Merci. Je regarde tous ces prix, c'est 6 prix au total. Justement. Il y a la place à la maison pour tout ça. Il va falloir faire de la place. Alors, vous avez remporté, donc, je rappelle, 6 prix samedi dernier à Yamoussoukro et devant vos confrères, un parterre de personnalités. Vous allez nous décrire les circonstances dans lesquelles vous avez réalisé ces sujets. Je rappelle votre promesse, vous allez nous livrer tous les secrets de votre succès. Il n'y a pas de problème. Déjà, j'arrive à Radio Côte d'Ivoire en novembre 2022. Et puis, on se met tout de suite à la tâche. Moi, je suis reporter, mais je suis recruté à Radio Côte d'Ivoire en tant que présentateur des grandes éditions et en même temps reporter. Donc, on a eu l'occasion de faire quelques missions quand même à l'intérieur du pays dans cette activité qu'on a appelée radio décentralisée à Radio Côte d'Ivoire. C'est une opération qui permet d'installer la radio dans une région précise et faire tout ce qu'il y a comme reportage, dossier, enquête dans cette région-là. Même les éditions du matin sont présentées là-bas. Et la première mission, c'était à Bouna. Lorsqu'on arrivait à Bouna, les tâches étaient déjà reparties, mais il s'est trouvé que sur place, on a été informé que
dans un village, dans une sous-préfecture de Téini, du département de Téini, à quelques kilomètres du Burkina Faso, se trouve un village où arrive un grand nombre de réfugiés. Ça, ce n'était pas dans nos plans quand on quittait Abidjan. Il y a le schéma de travail qui avait été fait. Et ça arrive à tout reporter, voilà, de changer d'angle sur le terrain. Voilà. Et donc, le chef des magazines d'information qui me dit, qui est censé donc faire cette production-là, surtout avoir une contrainte de dernière minute, il dit, il va falloir que tu y ailles. J'ai dit, mais chef, vous savez que les grands reportages, le format trop long, je ne suis pas trop à l'aise, pas parce que je ne sais pas comment ça marche, mais la rédaction où j'étais à Radio Yopougon, on n'avait pas la lucarne pour diffuser des formats aussi longs. Et à Radio Côte d'Ivoire, c'est le cas. Voilà, alors qu'à Radio Côte d'Ivoire, c'est le cas. Donc, je n'aimais pas trop qu'on me mette sur ce genre-là, mais il a dit non, il va falloir que tu y ailles. Si tu ne veux pas traiter, tu prends les sons, tu viens, je vais les traiter. Je dis non. Si je parcours toute cette distance-là, pour aller jusqu'à la frontière du Burkina Faso, je prends toute la main sur la production, je la réalise jusqu'à la fin, vous appréciez. Et le titre de cette production? Tougbo, à l'épreuve de l'arrivée massive des réfugiés burkinabés. Et quelle a été l'originalité? J'ai trouvé sur place un village débordé. Dans la cour du chef du village, 500 personnes se sont ajoutées aux habitants habituels. J'ai trouvé une population ivoirienne qui n'a rien perdu de sa solidarité malgré les difficultés. Les ressources se font rares dans ce village. Les ressources en eau s'amenuisent également. Cela s'ajoute même aux difficultés propres des populations qui sont liées à la baisse des revenus. Mais malgré toutes ces difficultés-là, tous ceux avec qui vous échangez dans le village disent « ce sont nos voisins, on ne peut pas les abandonner ». C'est cette solidarité ivoirienne-là qui m'a marqué à Tougbo. Et c'est ce que vous avez mis en avant. Juste. Et ça a conquis le cœur du jury, juste. Comme bien d'autres productions. Vous allez nous en parler. Moi, j'ai sélectionné 2. Voilà, on va voir l'impact sociétal. On regarde ensemble ce reportage de Rallye Demandé qui revient sur votre sac. Et puis on en reparle. Il n'y a pas de problème. Il tient enfin entre les mains le Saint Graal qu'il a tant convoité. Après 6 tentatives, à force de persévérance et d'abnégation, l'IME décroche le super prix du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. L'histoire s'écrit en lettres d'or pour ce passionné de l'information qui débute sa carrière en 2012 à la radio Yopougon. Depuis plus de 10 ans, celui que les collègues appellent affectueusement le Chinois parcourt les hameaux reculés du pays à la recherche des informations les plus inédites. Sur son chemin, de nombreux lauriers glanés, une quinzaine environ, des prix qui lui permettent d'asseoir sa notoriété, séduit par son profil. La rédaction de Radio Côte d'Ivoire, dirigée par Salou Suloué Konaté, le copte en novembre 2022. En moins de 2 ans, l'IME se présente comme un cheval gagnant pour sa rédaction, avec 7 prix, dont 6 à la soirée des Ébonies 2023 et le super prix Kébé Yacouba pour l'accès à l'information. Certainement le début d'une belle aventure au sein du groupe RTI. Belle aventure, et vous allez nous dévoiler vos ambitions parce que vous en avez au sein de ce groupe RTI. Alors, il y a une autre production qui m'a marqué, c'est celle des livreurs. Justement. Et le thème était aussi spécial. Je l'ai intitulé « Livreurs à moto, ces jeunes qui côtoient la mort au quotidien ». La question de l'emploi est cruciale, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays en développement. Et puis, l'activité de la livraison connaît un boom ces dernières années. Beaucoup de jeunes ont trouvé leur chemin dans la pratique de cette activité-là. Mais il se trouve que la route est parfois cruelle. À la recherche de leur quotidien, leur pain quotidien, ils sont parfois confrontés à des accidents tragiques. Et j'ai été contacté par une organisation, une association de livreurs qui a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Ils avaient besoin de plateaux pour s'exprimer. J'ai dit, mais moi, je veux bien comprendre votre affaire là. Ils m'ont expliqué qu'ils sont victimes d'accidents, les conducteurs ne sont pas indulgents envers vis-à-vis des livreurs, alors qu'eux, ils sont sur les engins à 2 roues. Voilà. Très vite, les accidents sont survenus. Et même quand mais qu'est-ce qui rend ce sujet original? C'est-à-dire, comment vous procédez sur le terrain? Il y a beaucoup de candidats à Ebony qui vous écoutent, qui vous suivent et qui aimeraient aussi monter sur le premier podium. Quand on a un tel sujet en tête, comment on procède?
Je leur ai demandé, vous parlez de difficultés d'accidents, qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous touche pas? Ils disent non, qu'il y a beaucoup de livreurs qui décèdent et que même demain, il y a la veillée d'un des livreurs qui est décédé sur la route et qui va donc conduire à sa dernière demeure dans le centre du pays. Je dis, c'est où? On dit, la veillée, c'est à Yopougon. Je n'ai pas pu me rendre à la veillée. J'ai dit, bon, on ne rate pas l'occasion de la levée du corps. Si on a loupé la veillée, on ne rate pas l'occasion de la levée du corps. Là-bas, il y avait toutes les émotions, les sirènes de corbillard, les populations, les parents en sanglots, qui vous expliquent cette disparition tragique. C'est vrai que c'est douloureux, mais le frère aîné a trouvé les mots pour expliquer les conditions tragiques. Donc vous surfez sur l'émotion. Donc on surfe sur ça, on surfe sur ces émotions-là, sur ces bruits de corbillard, ces sanglots et toutes ces émotions qui accompagnent cette levée de corps-là. On ouvre le reportage avec ça. C'est différent d'un compte rendu? Non, c'est tout à fait différent. D'accord. Est-ce que là, vous avez l'occasion de nous dire, parce qu'il y a 3 genres spécifiques, il y a les reportages, il y a les interviews, il y a les enquêtes. Est-ce que l'IME, meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, peut nous donner la différence et nous expliquer ces différents genres? D'abord, le reportage, c'est quoi? Le reportage ici, il va camper toute une situation, donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, décrire l'environnement avec les émotions qui vont avec. Le reporter doit arriver quand même à transporter. Quand je parle de tout, bon, par exemple, quand je parle de la levée du corps de ce jeune homme qui a été très vite arraché à l'affection des siens, il faut que vous puissiez trouver là-bas, à Ivosep, déjà étant ici au plateau, à Cocody, pardon. D'accord. Donc cette façon de vous transporter, de décrire les faits, et qui transporte l'auditeur. Nous, on a en radio, il n'y a pas vraiment d'image qui accompagne tout ça. Il faut pouvoir transporter l'auditeur du début de la production jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai compris qu'il faut faire aussi du journalisme de solution. Le tout, ce n'est pas de dire qu'il y a la mort sur la route pour les livreurs. Là. Que faire pour sortir ces jeunes de cette situation, leur permettre de continuer leur activité, mais en même temps que la route soit un peu plus sûre pour eux et pour les populations également. Et deuxième, l'enquête? L'enquête doit qui est différente du dossier. Qui est différente du dossier. Parce que la confusion du genre a éliminé beaucoup de candidats. Dans une enquête, on va conclure. Alors que le dossier va donner la parole à une diversité de personnes, ça peut s'ouvrir sur un autre dossier. Mais dans l'enquête, on va conclure la production parce que c'est une enquête. D'accord. Et on fait l'interview, ce qui fait la différence? L'interview qui fait la différence, il faut trouver des thématiques vraiment assez poignantes. L'interview va donner la parole à quelqu'un. Pour que votre interview fasse la différence, il faut que le sujet soit vraiment original et puis la façon de mener l'interview. Il ne faut pas toujours, en griffe, trop respecter la personne interviewée, mais pour pouvoir titiller la personne et ressortir vraiment. Il faut donc le pousser jusqu'à son dernier retranchement. Voilà. Ce soir, je ne vous pousse pas, hein. Je suis très gentille avec vous. Alors, il y a ce que Ebony va avoir lieu encore en fin d'année, en décembre, novembre, décembre peut-être. Et vous n'êtes pas à votre première tentative. Il y en a qui décrochent juste après la première, deuxième, troisième tentative. Vous, c'est à 6 reprises. Vous avez tenté jusqu'à 6 fois. Vous ne vous êtes jamais découragé? Non, jamais découragé. 6 tentatives, comme les 6 prix ici ce soir sur ce comme plateau. Comme un hasard. C'est le hasard, mais également la preuve que la persévérance paie toujours. Alors, si vous avez des rêves, il faut se donner les moyens de les réaliser. Je commence l'aventure en 2017. Je suis sacré en 2023 parce qu'en 2022, j'ai fait un break. J'ai dit, tiens, il faut souffler un peu, essayer de repenser la chose, regarder. J'ai l'habitude d'écouter mes productions, même celles réalisées en 2017, je continue de les écouter aujourd'hui, pour voir un peu le niveau de progression. Si je suis capable en 2018, en 2020, 2023, de comprendre qu'en 2018, il y a eu quelques failles dans une telle ou telle production, ça veut dire que personnellement, j'ai progressé dans ma façon de travailler. Donc, je demande à ces jeunes-là de ne pas désespérer. Tant qu'on a des rêves, on se donne les moyens, on travaille pour la réalisation de ces rêves-là. Ça ne sera pas de tout repos. Parfois, quand on dit aux gens que c'est le travail qui paie, on se dit que c'est parce qu'il est rassasié aujourd'hui qu'il peut passer, qu'il peut parler ainsi. Mais toutes ces personnes-là sont passées par des difficultés, justement. Merci beaucoup, l'IME. Hier, on a célébré notre liberté, la liberté chère aux journalistes, la liberté de la presse. Un mot avant de nous quitter? C'est important que la presse soit libre, qu'elle puisse travailler en toute impartialité. La presse va jouer ce rôle d'éveilleur de conscience. La presse n'est pas là que pour attaquer ou dénoncer certaines pratiques au niveau de l'État ou au niveau des autorités. La presse doit aussi pouvoir sensibiliser les populations.
On a parlé de réchauffement climatique, de la préservation de la planète. C'est un rôle de sensibilisation que nous, en tant que journalistes, nous devons faire parce que l'avenir de la planète dépend de nos comportements aujourd'hui et nous avons le pouvoir de sensibiliser. Et on veut plus de Boni. Il y a une fondation, le comité de pilotage qui a été mis en place, présidé par Abiba Dambélé-Sawé. Nous saluons la mise en place de cette fondation. En deux secondes. Il devrait pouvoir travailler donc à la promotion des Ebony et nous invitons également l'UNJCI, nous encourageons le travail que fait l'UNJCI, nous invitons également à travailler à faire en sorte que les Ebony soient davantage promus, mais que les prix également soient encore plus conséquents parce que c'est beaucoup d'efforts pour arriver au super Ebony. Et que les sujets soient amplifiés. Merci de nous avoir livré vos secrets. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Madame Paulot. Bravo et bravo à la RTI. Merci. L'effort fait des forts, vous l'avez entendu. Lee Aimé Ludovic Goa l'illustre très bien. Son parcours exemplaire et son engagement envers le journalisme nous rappellent l'importance fondamentale de la liberté d'expression et du devoir d'informer notre société. Vivons et visons tous l'excellence, car vouloir, c'est pouvoir. À demain 20h.